Au début de 1945, sur la côte est des États-Unis, une force conjointe traquait inlassablement un ennemi. En particulier, grâce aux renseignements et aux interrogatoires de marins de U-boot capturés, les Américains avaient découvert un plan macabre allemand qui pouvait considérablement ralentir l'avancée alliée. Des U-boots chargés de missiles balistiques s'approchèrent de la côte de la ville de New York dans le but de détruire des cibles militaires de grande valeur et d'ouvrir un nouveau front, cette fois en Amérique du Nord. Mais comment les Allemands ont-ils pu développer une technologie aussi avancée pendant la Seconde Guerre mondiale et comment comptaient-ils l'utiliser pour renverser complètement le cours du conflit? Installer des missiles sur des sous-marins est une technologie que nous maîtrisons et développons mondialement. Comment? Est-il vrai que les Allemands ont été les pionniers dans ce type de technologie navale? En 1941, des expériences très intéressantes ont commencé pour équiper les U-boots d'armes plus puissantes et ainsi améliorer leur protection lorsqu'ils faisaient surface. Dans le laboratoire secret de Peenemünde, plus précisément sur l'île baltique d'Usedom, on commença à développer des dispositifs à fusée qui, après la guerre, allaient nous faire un grand bond technologique en tant qu'humanité. À l'été 1942, nous en avons eu un petit aperçu. Des scientifiques allemands ont soudé des lanceurs de roquettes de 30 cm sur le pont d'un type 9, désigné comme 5 Cent 11, permettant ainsi de lancer des roquettes, même en étant immergé à plus de 10 mètres sans complications. Le projet était prometteur, mais en 1942, le laboratoire décida d'abandonner le projet, du moins temporairement, afin d'investir toute sa machinerie de recherche dans quelque chose de plus prometteur, les missiles. Après avoir perdu la bataille aérienne au-dessus de l'Angleterre, le haut commandement allemand voulait une façon d'attaquer les Britanniques sans avoir à risquer des bombardiers. La réponse des scientifiques de Peenemünde fut le Vergeltungswaffe 1, le premier missile de croisière de l'histoire. Il utilisait un moteur à impulsion extrêmement moderne et était lancé depuis une rampe à l'aide d'un générateur de vapeur. Son guidage était très simple, il régulait l'altitude et la vitesse et, grâce à des mécanismes analogiques, un odomètre actionné par une petite hélice placée à l'avant déterminait quand le missile avait atteint la zone cible. Quand le compte à rebours arrivait à 0, il plongeait vers le sol. L'aérien. Ainsi commence une avancée vers Tahiti, qui traverse une zone très difficile tendue vers la Bible. Cela provient de versions de prisonniers faciaux signe mécanisme manuel. En 1521, des V1 ont été lancés à Medellín. Les angles. Les pertes civiles anglaises étaient extrêmement élevées. À la fin de 1943, la technologie des V1 était beaucoup plus perfectionnée. Les scientifiques ont réussi à réduire leur marge d'erreur de 30 km à seulement 10 km, ce qui les rendait viables pour détruire de grands centres industriels. Avec eux, pas seulement des villes entières. Alors, les scientifiques de Peenemünde ont eu une idée. Un V1 ne pouvait pas attaquer au-delà de 220 km, mais... Et si, comme en 1941, ils envisageaient de lancer ces missiles depuis des sous-marins? À cette époque, précisément en juin 1943, la menace américaine était la plus grande, avec celle des soviétiques. Par conséquent, si cette nouvelle idée réussissait, il serait possible d'attaquer le cœur des États-Unis. Mais en réalité, ce plan n'a pas reçu beaucoup d'attention, car tout le centre de recherche travaillait sur un projet bien plus important. Le V2, le Vergeltungswaffe 2 était un missile balistique à part entière. Il résolvait de nombreux problèmes du V1, il avait une portée de 350 km et il était impossible à intercepter car il volait beaucoup plus haut et à une vitesse supersonique. En fait, ce fut le premier objet créé par l'homme à voler à plus de Mach, en atteignant jusqu'à Mach 5 à sa vitesse maximale. Et ils en ont lancé plus de 3000 sur l'Angleterre, causant de nombreuses pertes.
même si, en réalité, il avait à peu près la même précision qu'un V1. En novembre 1944, la situation était critique pour l'Allemagne. C'est pourquoi le centre de recherche de Peenemünde a reçu pour mission de développer l'idée des missiles transportés par sous-marin. Mais pas avec les V1 et pas avec les... C'était vraiment une tâche titanesque. Les V2 étaient presque de la taille d'un sous-marin. Il était impossible pour n'importe quel sous-marin de transporter quelque chose d'aussi énorme. La solution trouvée par les scientifiques était incroyable. Développer des conteneurs isolés pour transporter les V2. Ces conteneurs seraient remorqués par les sous-marins jusqu'aux côtes américaines. Les réservoirs de ballast seraient remplis à l'intérieur, changeant la position des conteneurs en verticale. Les opérateurs saisiraient les données de la cible à distance, puis les missiles seraient lancés. Chaque type 21 pouvait remorquer 3 de ces conteneurs, ce qui permettait à une flotte de sous-marins d'avoir la capacité de détruire une petite ville. Avec un déplacement de 500 tonnes, les conteneurs pouvaient également transporter d'autres types de fournitures pour augmenter l'autonomie de la mission. C'était tout simplement impressionnant, mais si tout semblait parfait, pourquoi n'avons-nous jamais vu ces conteneurs? Malheureusement, l'Allemagne n'avait plus assez de temps pour concevoir un système aussi complexe. Au printemps 1945, on a réussi à atteindre la phase de plantation. Mais le site d'essai du centre de recherche serait évacué en février 1945, tous les projets étant détruits ou abandonnés. L'incroyable sous-marin à missiles balistiques n'est jamais arrivé. Spécialement. Mais même s'il n'a jamais existé, cela ne veut pas dire que les Alliés n'en avaient pas peur. Chaque fois que les avions de reconnaissance prenaient des photos du site d'essai, ils voyaient que les Allemands ne cessaient de travailler, même après les bombardements. Ensuite, des photos de reconnaissance de bases norvégiennes sont apparues, montrant des couvertures étranges qu'ils ne savaient pas identifier, mais qui semblaient liées à la technologie des fusées. Les Américains pensaient seulement que les Allemands travaillaient sur une nouvelle fusée plus grande. Mais tout cela a changé en septembre 1944 lorsqu'un sous-marin allemand a été capturé alors qu'il se dirigeait vers l'État du Maine, en Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis. En interrogeant l'équipage, ils ont découvert qu'ils étaient là pour déposer Oscar Mantell, le membre de l'équipage, mais en plus, c'était un consommateur avéré. Espion allemand, Mantell a été intensément interrogé et lors de ses entretiens, il a raconté toutes sortes d'histoires sur les sous-marins allemands. Et dis-nous, que sais-tu sur les U-Boots avec les missiles V1? Oui, ils existent. Et ils peuvent lancer de nombreux missiles, plusieurs par sous-marin, et ils prévoient de détruire tout New York avec eux, croyez-moi, c'est la vérité. Je les ai vus de mes propres yeux. Les informations de l'espion, ajoutées au rapport de reconnaissance, ont fait croire aux Américains qu'une attaque massive de U-Boot ferait pleuvoir des missiles V1 sur tout New York et que s'ils ne faisaient rien, la ville serait détruite. En novembre 1944, l'opération Teardrop a commencé à être préparée. Des patrouilles anti-sous-marines massives, aussi bien aériennes que navales, ont été ordonnées pour surveiller jusqu'à 400 km au large de la côte américaine à New York. Quel type d'interruption? La menace serait même annoncée dans les journaux afin que les civils puissent également surveiller la côte. Tout le matériel était prêt à être déployé à la moindre suspicion qu'une présence allemande s'approche de la côte. En mars 1945, les services de renseignement ont signalé que 9 U-Boots étaient partis de Norvège en direction des États-Unis. Soudain, les alarmes se sont déclenchées et les généraux ont pensé qu'effectivement, ces sous-marins étaient ceux qu'ils attendaient. L'opération Teardrop a été lancée. Le code Enigma avait déjà été déchiffré, donc il a été possible de suivre les déplacements des sous-marins à travers l'Atlantique. Des charges de profondeur ont réussi à en détruire plusieurs. L'un des sous-marins allemands a même réussi à torpiller et couler le destroyer USS Frederick E. Davis, causant la mort de 126 membres d'équipage. Cependant, il a été capturé quelques jours plus tard. 2 des sous-marins ont été détruits et un seul a pu être capturé. Cependant, malgré tout l'investissement dans le matériel de guerre, au final,
il n'a pas été possible de trouver un seul V1 à bord des sous-marins. Lors de l'interrogatoire des marins capturés, ils n'avaient aucune idée de ce dont parlaient les interrogateurs. Les photos prises en Norvège se sont avérées n'être que des rampes de torpilles et non des lanceurs de roquettes pour sous-marins. Et à la fin, il s'est avéré que tout cela n'était qu'un épisode d'hystérie collective, mais cette fois-ci au sein des forces armées américaines. N'étant pas satisfait des conclusions finales, à la fin de la guerre, en 1946, les sous-marins USS Cusk et USS Carbonero, chargés de versions américaines des fusées V1 Léger V2, ont lancé avec succès plusieurs de ces missiles. Les études ont confirmé que le plan initial allemand aurait réussi. Si cela avait été fait de cette manière et si le plan avait abouti, des milliers de V1 seraient effectivement tombés sur New York. Si cette vidéo t'a plu, tu aimerais peut-être savoir pourquoi les Allemands portaient des pantalons aussi bouffants. Merci d'avoir regardé cette vidéo et au revoir.